Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va y aller vite fait parce qu'il y a plein de trucs. D'abord, je voudrais revenir sur les commentaires que vous faites sur les vidéos. Merci d'en faire, aussi importante et aussi intéressante soit-il. Néanmoins, malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a des fois certains commentaires qui passent à la trappe des algorithmes de YouTube. Alors fort heureusement, j'ai les notifications par mail et j'ai les notifications sur ma chaîne, mais quand je veux essayer éventuellement de les remettre en publication, eh bien ils n'existent pas, c'est-à-dire que YouTube les a passés à la trappe. Malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, en règle générale, tous vos commentaires, je les lis, et même parfois certains, je les remets, c'est-à-dire je fais un copier-coller, ou des fois j'y réponds de façon particulière. Et il se trouve que lors de la précédente vidéo, j'ai perdu un abonné. Je pense que c'est celui qui m'a fait un petit rappel sur le fait que j'appelais un vaccin, les vaccins Covid, alors qu'en fait c'est pas des vaccins, c'est parce que c'est des traitements géniques, qu'il disait que qu'il fallait appeler un chat et un chien. Et je lui ai expliqué que malheureusement, il faut comprendre une chose, c'est que quand on fait de la communication, et plus particulièrement de la communication de masse, il faut essayer d'être le plus clair possible et que parfois certains termes techniques sont mis de côté et on privilégie des termes simplifiés. Et étant donné que ce traitement génique se fait par injection intramusculaire, donc par l'intermédiaire d'une picouse, et bien une picouse dans l'inconscient collectif, ça fait partie du terme vaccin. Donc on utilise le terme vaccin. Et la preuve, c'est que quasiment tous les organismes de santé, même le CDC et même l'Organisation mondiale de la santé, utilisent le mot vaccin, pour pas utiliser le terme trop long, technique, qui aussi a une connotation un petit peu barbare dans l'oreille de certaines personnes. Et je lui dis, mais oui, mais malheureusement, nous sommes dirigés par des gens, par des technocrates qui nous prennent vraiment pour des cons, pour des abrutis. Donc, de temps en temps, ils ont cette facilité de simplifier les choses et même de vulgariser, on va dire, les choses, jusqu'à même coller finalement à cette idéologie, à cette politique qui aujourd'hui est celle que nous observons, c'est-à-dire la simplification par l'appauvrissement du langage. Et je peux vous garantir une chose, que je fais déjà moi l'expérience ici aux États-Unis. Il m'arrive parfois, pas aussi souvent, mais parfois, d'utiliser des mots en anglais que les Américains ne comprennent pas. Et je me mets dans le doute. Je me mets dans le doute de dire, est-ce que j'ai utilisé le bon mot, ou est-ce que peut-être j'ai anglicisé en fait un mot français, et qui en réalité, c'est pas le bon mot en anglais, surtout anglais américain. Et force est de constater que j'ai beaucoup d'amis américains, comme des amis français qui vivent depuis très longtemps aux États-Unis, et qui m'ont rassuré, et qui m'ont dit, surtout ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal parce que malheureusement, il y a des Américains qui ont un vocabulaire pauvre. Et qu'en effet, il m'arrive d'utiliser des mots qui existent bien en anglais, que je vérifie, mais que certains Américains ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Mais j'ai envie de dire, regardez bien et observez bien ce qui se passe en France vis-à-vis de certaines générations, de certains genres, de certains types d'individus. Force est de constater que malheureusement ce processus s'applique aussi en France. Pour s'en convaincre, alors en effet on va dire oui, mais dans les téléréalités ils choisissent toujours un petit peu les personnages, les personnalités, mais force est de constater que ces personnalités sont quand même relativement emblématiques et assez représentatives d'un certain nombre d'individus qui parlent comme eux, et qui même des fois ne comprennent pas des mots, pourtant des mots qui sont des mots faisant un partie du langage courant. Alors des mots, en effet, spécifiques, des mots techniques, des mots parfois enrichis. Donc cet appauvrissement de la langue n'est pas une légende, parce que ça fait partie d'un plan de simplification du langage, et pour ceux qui ont lu 1984 d'Orwell, savent de quoi on parle, et de ce fait,
c'est pour cette raison que j'expliquais à cette personne sur son commentaire que malheureusement ça fait partie aujourd'hui, je dirais, de l'évolution de la société, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui on est obligé parfois de voir des institutions ou des systèmes tout simplement simplifier les terminologies, simplifier les définitions, simplifier les expressions pour qu'elles soient compréhensibles par la grande majorité des gens. Donc oui, on utilise le terme vaccin par défaut, même si le terme vaccin, à proprement parler, n'est pas approprié par sa définition au traitement qui est aujourd'hui utilisé pour essayer de lutter contre la Covid. Donc voilà, c'était une petite anecdote parmi les commentaires, mais il y a un commentaire récent qui a été fait par l'un d'entre vous qui me demandait si j'étais au courant de ce qui se passait avec Tipeee. Oui, je suis au courant de ce qui se passe avec Tipeee et j'ai envie de dire que c'est une des conséquences, une des innombrables conséquences de ce dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est la guerre idéologique qui s'opère aujourd'hui dans les réseaux sociaux et plus particulièrement auprès de ceux dont il s'était fait les spécialités de faire un peu de la critique, de faire de l'explication, de faire du développement, de faire de l'analyse idéologie, politique, géopolitique, etc. Du coup, Tipeee, alors Tipeee n'est pas un réseau social proprement dit, c'est ce qu'on appelle une plateforme de rémunération par le biais du don. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une page Tipeee, moi j'ai une page Tipeee dont je ne me sers jamais, et dont je ne me servirai jamais parce que pour réussir à récupérer les dons en euros, ici aux États-Unis, c'est tout un pataquès, et alors c'est pour ça que j'avais créé un compte PayPal, mais ce compte PayPal, j'ai eu pas mal de problèmes avec, de fraude à cause de ce compte, donc j'ai supprimé ce compte, et du coup je ne peux pas récupérer l'argent qui m'est donné sur Tipeee, de toute façon je n'ai jamais rien reçu, donc à la rigueur, je m'en fous. Sauf que comme là, en ce moment, on le voit qu'il y a des guerres de positionnement, il y a des guerres de légitimité entre différents courants idéologiques défendus, analysés par ces... alors on les appelle des youtubeurs, mais aujourd'hui ils sont aussi sur Twitch, ils sont sur Twitter, ils agissent aussi sur d'autres réseaux sociaux. Facebook, quoi qu'ils ne sont pas trop sur Facebook, ces gens-là en règle générale. Et donc, c'est aujourd'hui, depuis quelque temps, on constate qu'il y a une guerre idéologique, c'est-à-dire ils se balancent les uns contre les autres. En plus de ça, vu qu'il y a un renforcement depuis maintenant quelques années de certaines règles, de certains principes, de certains réseaux sociaux, des renforcements au niveau des algorithmes, des renforcements au niveau des censures, que ce soit sur Twitter, Facebook, YouTube, et d'autres réseaux sociaux, Google également, s'y met. Et donc, des gens profitent de ce resserrage de vis, de ce renforcement des censures, pour balancer leurs concurrents. Parce que leur concurrent a une critique, ou parce que leur concurrent a fait une analyse, ou parce que leurs concurrents ont dit certaines choses, dans le cadre, je dirais, de la liberté d'expression, finalement, mais qui ne plaît pas à certaines idéologies, qui ne plaisent pas à certains individus, qui balancent les autres, qui pratiquent ce qu'on appelle la cancel culture. Cette cancel culture qui touche aussi le fait d'essayer de canceller la présence ou l'influence de certaines personnes sur les réseaux sociaux, parfois, souvent, un petit peu à tort ou à raison. Souvenez-vous, j'avais parlé justement d'une de ces guerres, c'était pas tellement une guerre, c'était plutôt un dérapage d'un des plus connus de ceux qui agissent dans les réseaux sociaux depuis maintenant très très longtemps, qui est Usul. Usul qui, lors d'un live, je crois, sur Twitch, s'était complètement lâché, parce qu'il était, on sentait bien qu'il était un petit peu chargé, mais il s'était complètement lâché sur un certain nombre de gens, etc., sur Tatiana Ventos par exemple. Donc il avait carrément vidé son sac.
mais de façon complètement arbitraire, et là c'était véritablement des opinions personnelles à l'encontre de gens, donc évidemment ça avait créé un petit peu une sorte de malaise dans les réseaux sociaux, du fait que finalement Usul, que certains considèrent comme un bon analyste d'actualité, mais très orienté à gauche, forcément, forcément un petit peu entaché son image, mais finalement révélait aussi un petit peu le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire que des gens qui finalement s'enferment dans des idéologies et en font presque des religions. Donc si jamais vous avez le malheur de dire quelque chose qui va à l'encontre de leur religion, eh bien vous vous faites complètement attaquer. Et en ce qui concerne Tipeee, alors Tipeee c'est un autre problème, c'est que Tipeee c'est une plateforme, et une plateforme dans laquelle les gens vont avec leurs intentions, leurs projets, souvent liés avec des comptes YouTube, des comptes sur d'autres réseaux sociaux, etc., pour justement collecter les dons que peuvent faire éventuellement les gens, pour soutenir ces projets. Et il se trouve que il y a certains youtubeurs, ou tout du moins des internautes, qui ont dénoncé que sur la plateforme Tipeee, il y avait des clients, on va dire, qui tenaient des propos antisémites. Donc là, évidemment, gros scandale, etc. Tipeee héberge des gens antisémites, etc. Mais ça rejoint ce que je vous disais dans une précédente vidéo, c'est que malheureusement, à partir du moment où on fait une offre d'espace d'expression, à moins que le législateur impose des règles, là encore je vais y revenir d'ici quelques instants, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer leurs idées, on ne peut pas empêcher la liberté d'expression et la liberté d'opinion de s'exposer par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors évidemment, dans la mesure où le législateur, c'est-à-dire la loi, interdit un certain nombre de propos, interdit certaines attaques, sauf que le problème fondamental, et ça rejoint un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu le milieu de l'informatique, etc., ce qu'on a connu dans les années 90, c'est-à-dire que ce sont des technologies, ce sont des tendances, ce sont des phénomènes qui vont très, 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 très vite. Et le problème, c'est que malheureusement, dans cette vitesse et de ces libertés qui sont offertes aux internautes, le législateur, à un moment donné, il est obligé un petit peu d'y mettre son grain de sel. Sauf que malheureusement, parfois, il met son grain de sel trop tard. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, il y a une latence entre le moment où les réseaux sociaux autorisent ou permettent certaines expressions et au bout d'un moment, le législateur est saisi par des plaintes de gens parce qu'ils ont été insultés, ils ont été menacés de mort, ou on a fait du hacking sur leur compte, ou on a divulgué des informations privées, des informations personnelles, etc. Donc à un moment donné, le législateur, il est obligé d'adapter ses lois ou de créer des lois par rapport à ces phénomènes. Sauf que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y a toujours un décalage, il y a toujours à un moment donné un retard, c'est-à-dire il y a une action qui est toujours un petit peu tardive. Et au moment où l'action se concrétise, au moment où les lois sont votées et qu'elles sont applicables, eh bien parfois ces lois, elles sont parfois même dépassées. Dépassées parce que évidemment, la culture, le phénomène, la technologie, elle aussi, elle a continué à évoluer. L'affaire Mila, par exemple, dont on ressort actuellement sur les médias l'affaire, puisque apparemment un des mineurs tchétchènes qui l'avait menacé de mort a été libéré, est un très bel exemple. Parce que le problème, et le problème du législateur, c'est que malheureusement, il se retrouve assis le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, soit, en effet, faire son boulot de justice, mais avec derrière aussi le problème des intérêts idéologiques, des intérêts politiques. Et l'affaire Mila a soulevé ce problème, puisque d'un côté, elle a été menacée de mort sur une liberté d'opinion, une liberté d'expression, par des gens qui défendaient ce qu'ils estimaient ne pas devoir être attaqués, ne pas devoir être critiqués. Et là, tout d'un coup, ce qui est encore plus dramatique d'ailleurs, je dirais,
pour un pays comme la France, c'est tout d'un coup, on a bien senti que, oui, enfin bon, du coup, en fait, Mila, elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû dire, parce que vous comprenez, il ne faut pas heurter les sensibilités, etc. Donc ça veut dire que si vous admettez que Mila n'a pas le droit de s'exprimer sur ce sujet parce que ça risque de heurter des sensibilités, donc vous admettez le particularisme. Vous légitimez les gens dans leur contestation. Ah mais non, mais nous ce qu'on veut, c'est le respect de l'équilibre, je dirais le vivre ensemble, etc. Oui, sauf que le problème, c'est que je rappelle que la France est un pays considéré laïque. Donc si une jeune femme s'exprime sur son opinion personnelle concernant l'islam, concernant les musulmans, concernant le Coran, si la loi existe en disant « oui, ben voilà, il y a des gens qui me menacent de mort », elle a parfaitement le droit de faire valoir son droit de ne pas se faire menacer de mort. Même si en face, on a touché des sensibilités. Donc finalement, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans une autre vidéo, sur le fait que d'un côté, on joue le droit de l'homisme, on joue la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. Sauf que malheureusement, suivant les contextes, suivant les périodes, il y a des sujets plus sensibles que d'autres et qu'ils sont plus difficiles à traiter parce que derrière, il y a dans les coulisses, il y a des conflits d'intérêts, il y a du clientélisme politique, il y a de la satisfaction de vouloir soutenir des instances ou des opportunismes idéologiques. Ce qui fait que, par exemple, en effet, en France, avec l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, etc., oui, il y a une chape de plomb aujourd'hui à critiquer la communauté juive. On y met énormément de pincettes. Et même ceux qui le font avec humour, je prends l'exemple de Dieudonné, par exemple, voilà, là vous avez le résultat d'une déferlante tout d'un coup institutionnelle, pareil, hein, le débat, pour moi, il reste toujours ouvert. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de moquer? Qu'est-ce qu'on a le droit de critiquer? On a le droit de critiquer. Mais c'est la façon de le faire qui peut, en effet, là, être jugée. Mais la critique, dans son fond, voilà, je veux dire... Et le problème de Tipeee, c'est ça. C'est est-ce que Tipeee, en tant qu'organisme, en tant que société, est-elle responsable des propos de certains de ses clients? Non. On joue sur la responsabilité, en revanche, du fait que Tipeee offre un visionnage, offre une visibilité à des opinions. Là, par contre, en effet, c'est là que le sujet pose problème. Il est évident que sur la place publique, les antisémites, les racistes, ils ont le droit de circuler. C'est leur opinion personnelle. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais ils ont la liberté. En revanche, s'ils se servent de l'espace public pour exprimer leurs opinions, là, est-ce qu'on est dans le domaine de la liberté d'expression? Je pense que oui. En revanche, s'ils expriment leurs opinions, mais d'une façon, dans un sens d'oration, dans le sens devant une assemblée, c'est-à-dire de là faire la promotion de ses idées personnelles, là en revanche, en effet, ils tombent sous le coup de la loi. Sauf que dans les réseaux sociaux, le problème c'est que déjà ce sont des sociétés multinationales, c'est-à-dire internationales, pardon, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des entités nationales qui existent. Vous avez Facebook France, vous avez YouTube France, vous avez Twitter France, etc. pour coller au mieux des particularismes, des spécificités de la réglementation française en matière de liberté d'expression, de responsabilité, etc. Sauf que le problème, encore une fois, qui décide? Qui juge? Qui sert de modération pour savoir si oui ou non un réseau social, par l'expression d'un certain nombre de gens, est responsable ou pas? Sa responsabilité, elle est engagée par les conditions générales d'utilisation.
hein, ces fameuses conditions que l'on confirme 1 ou 2 fois par an parce qu'elles sont réactualisées, etc. C'est comme les contrats, vous savez, c'est les petites lignes, c'est-à-dire que les gens ne lisent jamais ces conditions-là. Et c'est sur ces conditions que les réseaux sociaux, en règle générale, ou ces plateformes, instaurent un certain nombre de bases, un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Or, évidemment, comme il y a beaucoup de gens qui ne lisent jamais les conditions, et donc, au bout d'un moment, s'expriment dans certaines idées, s'expriment dans certaines opinions, bah, tu tombes sous le coup de la censure et de la décision de ces plateformes privées d'être éjectées, d'être censurées, voire même bloquées, voire même virées. C'est la règle du jeu. Mais, et c'est là que les internautes sont intervenus, c'est que Tipeee n'a pas agi. Le problème, c'est que Tipeee n'a peut-être pas l'algorithme de YouTube, qui, YouTube, lui, va tout de suite réagir ou tout de suite titiller dès qu'il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés dans un commentaire, par exemple. Quand évidemment les algorithmes ne pètent pas les plombs pour censurer ou bloquer un commentaire ou une chaîne sur une connerie. Comme ça m'est arrivé, moi j'ai une vidéo qui a été censurée, soi-disant pour un copyright, alors qu'en réalité, la musique que j'avais faite, c'était une musique originale de ma composition, et qui n'avait absolument rien à voir avec ce que l'algorithme me mettait en référence d'une chanson brésilienne, où même les mélodies, etc., ne correspondaient pas du tout. Mais comme, malheureusement, je ne suis pas monétisé, donc je ne suis pas important en matière de visibilité, etc., bah, la plainte que j'ai déposée, la réclamation que j'ai déposée, j'ai jamais rien eu, j'ai pas eu de retour. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, je suis pas rentable. Vu le nombre de visions que je fais, je peux même envoyer 10 000 réclamations auprès de YouTube. De toute façon, ils ne me répondront jamais. Donc, sauf si je leur fais un procès. Bon, là encore, il faudrait avoir les moyens juste pour le principe, si vous voulez. Donc oui, en effet, j'ai bien entendu parler de cette affaire de Tipeee, mais je pense qu'elle rentre dans ce phénomène qui va s'accentuer de règlement de compte, en fait, entre des internautes, etc., pour des conflits d'intérêts, des conflits idéologiques, etc. C'est, comme le dit d'ailleurs celui dont je regarde de temps en temps les vidéos, parce que je trouve qu'il est assez objectif, hein, qui est d'Ali Bourdin, qui est psychédélique ou psychodélique, je ne sais plus, un truc comme ça, et qui justement fait pas mal de vidéos sur des petits épiphénomènes comme ça, et surtout sur les phénomènes des woke, des fanatismes woke actuels, qui restent des phénomènes très minoritaires, hein, très isolés dans les médias. Donc, oui, malheureusement, aujourd'hui c'est Tipeee, puis demain ça sera, je sais pas, ça sera d'autres plateformes, ou ça sera des youtubeurs qui vont être balancés, etc. Donc, j'ai envie de dire, preuve d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il y a une conséquence, c'est que vous avez un youtubeur qui est assez connu, qui a une chaîne qui s'appelle Y Penser, je crois. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait d'ailleurs la première partie du spectacle de Alexandre Astier de l'Exoconférence, qui apparemment a retiré toutes ses vidéos de YouTube parce qu'il aurait un lien justement avec Tipeee, et il a devancé le fait de ne pas se faire troller, de ne pas se faire envahir par des commentaires d'insultes, etc., comme c'est malheureusement la coutume dans ce genre de situation. Donc voilà, oui, c'est un phénomène qui s'accentue, parce que, comme je vous le dis, de toute façon, la société aujourd'hui, surtout la société occidentale, elle est malade. Elle est malade, elle a une perte de confiance, elle a une perte de crédibilité, et ça touche beaucoup de domaines, et ça touche également l'Internet, en matière de mode d'expression, de pensée, de réflexion, de débat même, je dirais. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout qu'en plus, là on a quand même
l'histoire de la Covid, de la pandémie, du pass sanitaire, la présidentielle qui arrive. D'ailleurs, petite aparté concernant ma précédente vidéo, j'ai rajouté, vous avez vu, Montebourg s'est prononcé pour être candidat. Et en effet, j'avais omis le fait que le Parti communiste s'est remis dans la course, dont d'ailleurs j'avais mis dans ma précédente vidéo une référence sur le fait que Mélenchon doutait un petit peu de prendre le risque de ne pas avoir les 500 signatures, parce que avant il avait eu les 500 signatures parce qu'il avait réunifié, ou tout du moins eu le soutien d'un certain nombre de partis de gauche, dont le Parti communiste, sauf que là le Parti communiste a décidé de jouer solo, donc ça va peut-être amoindrir, je dirais, le partenariat, mais ceci dit, ça ne change pas ce que je vous disais, c'est on va démultiplier l'offre pour noyer finalement l'électorat, pour noyer l'opinion, pour noyer l'expression électorale. En revanche, en effet, si jamais un parti finit par avoir un score beaucoup plus élevé par rapport aux autres, c'est ce qui s'est passé un petit peu en 2017 avec le Front National, enfin le Rassemblement National, Marine Le Pen qui était arrivée très très haut, ça ne fera que confirmer qu'en effet, il y a une désaffection encore plus grande de la part des Français sur le paysage politique. Et en ce qui concerne Zemmour, alors, moi je vous le dis, pour l'instant je suis toujours convaincu qu'il n'ira pas, mais il n'est pas exclu que Zemmour puisse éventuellement devenir le Trump français. Attention, quand je dis Zemmour devenir le Trump français, ça n'a rien à voir avec les personnalités, les personnages. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Je parle là plutôt du symbole, c'est-à-dire de l'individu, c'est-à-dire de la personnalité qui n'a aucune carrière politique, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été aux affaires. Réussir à piquer la place de tous les autres. C'est ce que Trump a fait avec la primaire républicaine. Il est arrivé, tout le monde n'y croyait pas, tout le monde trouvait que c'était débile. Et en réalité, Donald Trump a eu cette intelligence, attention, je dis entre guillemets, de se dire je peux le faire parce que je sais que ce que la primaire républicaine va afficher, les Américains n'en veulent pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Trump a cette particularité, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours gardé un lien avec les gens, avec les petits gens. Donc il avait une vision du paysage politique américain, comme quoi il savait que la grande majorité des Américains avaient perdu une totale confiance envers autant les républicains que les démocrates. Et qu'il s'est dit, là j'ai une carte à jouer. Et il l'a joué. Et finalement, le coup de poker, il l'a gagné. Le bluff a fonctionné, puisqu'il a été élu, alors que Donald Trump n'a jamais été élu, n'a jamais été en politique, n'a jamais été aux affaires. Et bien Éric Zemmour, c'est pareil. Sauf qu'il a une notoriété. Est-ce qu'il a une ambition politique? Je rappelle, pour l'instant, il ne s'est pas exprimé. Il n'a pas confirmé qu'il était candidat. Mais il semblerait que les médias aient décidé d'en faire un candidat. Alors, on verra bien ce que l'avenir nous dira sur ce sujet, mais sincèrement, soyons honnêtes, si Éric Zemmour est intelligent, j'en doute pas, il sait que s'il se lance dans une candidature, il va se lancer dans une fosse au lion où on ne lui fera aucun cadeau. Même s'il a le soutien de 2 ou 10 ou 15 millions de Français, c'est pas certain qu'il puisse aller jusqu'au bout parce qu'on lui mettra des bâtons dans les roues. Ou alors, il s'amuse, il laisse faire, il laisse dire, pour ensuite bien faire la démonstration que vous voyez. Ils sont tellement dans la merde, ils sont tellement conscients que, avec les échéances électorales qui ont eu lieu ces dernières années, il y a de plus en plus une désaffection des Français vis-à-vis de leur parti, ou même vis-à-vis des personnalités politiques, que le scénario d'une Marine Le Pen, Emmanuel Macron, second tour en 2022, ne tient plus debout. Ça ne fonctionne pas.
C'est-à-dire que cet argument qui consiste à dire on va rejouer le scénario de la lutte contre la haine, du barrage républicain, du pacte républicain contre le Rassemblement national, pourrait très bien ne pas fonctionner. Là, ils doutent. Donc c'est pour ça que médiatiquement, ils vont passer la seconde pour essayer de vous dissuader de balancer des infos, de balancer des sondages, de balancer tout ce que vous voulez. Même les sondages. J'avais fait une référence dans un commentaire, je dis comment on peut aujourd'hui donner du crédit à ces éditoriales médiatiques des chaînes de télévision lorsqu'elles affichent des sondages, en laissant derrière des gens qui disent « Oui, mais alors, pour 200 000 ou 100 000 personnes dans la rue, ça ne représente rien, ça ne représente pas l'opinion des Français. » Mais en revanche, vos sondages, eux, qui sont faits sur 1000 personnes, représentent l'opinion des Français. Vous voyez un petit peu le problème. Et ça, évidemment, ça joue énormément sur la crédibilité même de ces médias. Sauf que malheureusement, comme je l'avais déjà expliqué dans un commentaire, c'est qu'à partir du moment où ces 10 dernières années, voire 20 dernières années, on a petit à petit remplacé à des positions importantes, à des positions de décision, à des positions de responsabilité, à des positions de pouvoir, des gens qui n'en ont ni les capacités, ni les compétences, ni les connaissances, ou qui ont des compétences et des connaissances, mais qui sont tellement enfermés dans une bulle de verre. Vous savez, c'est un peu comme ces formations pour la vente, par exemple. Moi, j'en ai fait une, c'était insupportable. C'était insupportable, parce que c'est vraiment nous vendre de l'illusion. Mais certains sont convaincus. Je veux dire, tout dire, tout faire en stratégie pour essayer de vendre même de la merde. Comment voulez-vous qu'au bout d'un moment, cette stratégie fonctionne ad vitam aeternam? Elle ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'arnaquer, à force de dire n'importe quoi, à force de vendre de la merde, les gens s'en rendent compte. Ça se sait. Le téléphone arabe, comme pour reprendre cette expression, attention interdite, attention YouTube, l'algorithme là est en train de... Non, c'est pas le téléphone arabe, autant pour moi, c'est le bouche à oreille, pardon. Le bouche à oreille, il fonctionne. Vous savez, dans le cinéma, c'est la même chose. On aura beau promouvoir des films, surtout aux États-Unis, on voit souvent des clips, le film est sorti il y a une semaine, et vous avez des clips qui disent oui, le film de l'année, le film qui fait des grosses entrées, le meilleur film de l'année, etc. Dites-vous bien que c'est pas le meilleur film de l'année parce que, oui, en effet, il a fait un très bon score. C'est le meilleur score de la semaine. Oui, parce qu'il n'y avait personne en face. Sauf que quand vous voyez les résultats, le film est en réalité en train de se planter. Donc c'est promouvoir, essayer de sauver un produit en essayant de vendre des arguments qui en réalité ne sont pas le reflet de la réalité. Et dans le cinéma, ça malheureusement, ça se fait beaucoup. C'est qu'on va vanter énormément des films, vous allez avoir des références de critiques, etc. Puis quand vous allez voir le film, vous allez dire... Sauf que le problème, c'est qu'en France, il y a une particularité, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que le bouche à oreille a beaucoup plus d'impact que ce que les critiques font, que ce soit des vidéos, que ce soit dans la presse, etc. C'est-à-dire que le bouche à oreille peut très rapidement faire la réputation d'un film. Pour vous donner une petite anecdote, et je vais terminer là-dessus, je me souviens très bien, alors, pas particulièrement un film de qualité, mais c'était un film qui était dans une tendance. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est Les 11 Commandements. Ce film est sorti, je ne sais plus, en 2004-2005, enfin je vous mettrai la date de sortie. C'est le fameux film, je crois d'ailleurs c'est le premier film de Michael Youn en tant que producteur ou réalisateur, etc. Enfin bref, c'était un film qui était fait avec l'équipe du fameux Morning Live. Et qui en fait était un film qui reprenait le principe des Jackass.
aux États-Unis. Beaucoup de professionnels de l'exploitation, lorsqu'ils ont sorti ce film-là, ils l'ont mis dans des petites salles. Moi, avec mon collègue, on connaissait un petit peu le travail du Morning Live, on savait la réputation, le succès qu'avait Michael Young par rapport à ça, et que ça touchait beaucoup de jeunes. Et que le film allait forcément attirer les jeunes. Sauf que, parce que les professionnels de l'exploitation n'étaient plus du tout dans la réalité, n'étaient plus du tout dans les tendances. Ils étaient dans leur petit bureau, dans leur petite réputation, dans leur petite complaisance à s'autosatisfaire les uns avec les autres pour promouvoir des films qui ne marchaient pas, qui n'étaient pas des films grand public et qui finalement se sont plantés. Et en revanche, reléguer des films qu'ils considéraient comme oh bof, non, c'est de la merde. N'empêche que c'est de la merde populaire. Et le mercredi, quand on a sorti le film, on s'est fait exploser. C'est-à-dire qu'on a fait complet. À tel point qu'à un moment donné, on était même obligé de changer la salle, c'est-à-dire de prendre le film d'une petite salle et de la mettre dans une grande salle, ce qui a posé un problème par la suite, mais ça c'est une question technique de contractuelle, et on a fait complet. Et ça a été complet jeudi, vendredi, samedi, dimanche, complet. Et le film a été un énorme succès. Mais attention, je vous dis, le film, c'est ce qu'il est, hein, c'est pas un film de cinéma, grand film de cinéma, mais c'était un film qui, à un moment donné, rentrait dans une tendance et qui a finalement fonctionné. Et les fameux professionnels qui nous faisaient la leçon, qui étaient convaincus que le film n'allait pas marcher, bah ces gens-là, on n'a jamais entendu de mea culpa. Jamais. Même mon directeur de l'époque, on lui avait dit, mais vous êtes fou de le mettre dans cette petite salle-là, le film il va cartonner. Ah non, j'ai vu le film, c'est une merde, blablabla. J'ai dit, attendez, pour vous c'est une merde. Mais c'est un film qui est tendance. Et on lui dit, mais vous connaissez Michael Young? Je ne connais pas, paraît qu'il fait de la télé. Déjà le mec il ne se connaît même pas Michael Young. Il ne connaissait même pas le Morning Live. Donc il ne comprenait pas que ça allait faire tel phénomène. Et bien cette anecdote, bien vous pouvez aujourd'hui l'appliquer partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à des postes stratégiques des gens qui ne sont plus en phase avec les réalités, qui ne sont plus en phase avec les tendances, qui ne sont plus en phase avec les idées, avec les opinions, avec les mentalités et avec l'humeur générale de la société. Et force est de constater que je pense qu'on peut légitimement penser que le gouvernement aujourd'hui est muni. Alors quand je dis gouvernement, ce n'est pas uniquement les ministres, hein, c'est toute l'administration. Ce sont les secrétaires, ce sont les assistants, ce sont les agents de com, etc. Ce sont les administrés, ce sont les fonctionnaires, etc. qui ne sont plus dans la réalité. Il y en a peut-être certains qui sont conscients de la réalité, mais qui n'osent pas. Parce qu'ils n'ont pas la position, parce qu'ils ils sont des petits. Et c'est des petits qu'on a façonnés, qu'on a dressés à ne pas l'ouvrir. Et du coup, vous avez des gens qui vont dans des décisions complètement à côté de la plaque. Pour rester dans cette idée, l'actualité, malheureusement, va me donner encore un autre exemple. Vous avez vu, Jean-Paul Belmondo, notre Bébel national, nous a quittés. Bébel, c'était un personnage, pas seulement un acteur. C'était une personnalité, une très forte personnalité. C'était quelqu'un qui représentait quelque chose pour un grand nombre de Français. D'où la raison de sa notoriété, d'où la raison de sa popularité. Mais les films qu'il faisait à l'époque, alors surtout dans les années 80, l'ont mis un petit peu à dos l'univers, le cercle fermé intellectuel cinématographique parisien. Parce qu'il ne faisait pas des films intellectuels. Il ne faisait pas des films d'auteur. Même si pourtant, c'était un acteur qui a fait un cycle classique, qui a joué par la suite, qui est revenu au théâtre, qui a joué pas mal de classiques, etc. Donc qui a démontré qu'il était acteur. Mais pendant un temps, il déplaisait à certains milieux cinématographiques. Parce qu'il faisait des succès. Et c'était des succès populaires. C'est cette même sphère culturo-cinématographique parisienne
qui n'aimait pas à l'époque Louis de Funès. Parce que Louis de Funès était trop populaire. En réalité, ces gens-là avaient la jalousie de voir ce qu'ils considéraient comme des ersatz, ce qu'ils considéraient comme n'étant pas de l'art, n'étant pas du cinéma, tel que eux le conçoivent. Eh bien, ils avaient de la jalousie par rapport au fait que c'était des gens quand même qui avaient du succès, qui rapportaient de l'argent. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours les mêmes. Toujours la même culture, toujours la même mentalité. Et après, évidemment, on se plaint que le cinéma français a du mal à s'en sortir. Mais forcément, puisque 80% des films ne sont pas rentables, et au moins 70% des films n'intéressent pas le grand public. Donc à partir du moment où ça n'intéresse pas le grand public, c'est des films qui tombent dans l'oubli. Et je dirais même que la moitié de ces films français sont tellement suffisants, c'est-à-dire tellement nombrilistes, que t'as pas envie de les voir, même des fois. Et on se comprend. Le cinéma est le spectacle aujourd'hui en France plus populaire qui soit. On peut même faire le parallèle en disant que le football est le sport le plus populaire, le cinéma est le spectacle le plus populaire. Sauf que malheureusement, parce qu'on finance, parce qu'on arrose, parce qu'on donne de l'argent à des gens qui se font plaisir en réalité à faire leur film, ou un film qui plaît à une infime minorité d'intellectuels parisiens, eh bien le cinéma français est malade. Il a du mal à se financer. Et je dirais même tout derrière, tous les problèmes de compétences dans les milieux techniques, dans les milieux des coulisses, oui, technique, tout ce qui est technique au cinéma, où finalement on ne paye pas les gens qui ont du talent, et que ces gens-là partent à l'étranger. Pour vous donner un exemple, dans quasiment tous les services, dans tous les studios hollywoodiens, il y a des Français. Donc voilà. Donc tout ça pour revenir au fait que on est dans une exacerbation aujourd'hui de la perception qu'ont des gens sur beaucoup de domaines. Et de fait, vu qu'aujourd'hui on est dans des phases extrêmement critiques, on est dans des phases de crise sociétale, économique, identitaire, eh bien beaucoup de gens prennent leurs propres opinions comme acquis, comme vérité, pour ensuite juger l'autre. Et vous avez ce problème de Tipeee. Alors ce problème de Tipeee, à partir du moment où on dénonce l'existence de gens qui ont des propos antisémites, Tipeee, lui, réagit. Mais en fait, le problème, c'est que ces gens qui ont dénoncé ne se contentent pas de signaler. Ils veulent détruire. Et c'est là le problème. C'est que c'est des rageux. Donc ces mêmes rageux, aujourd'hui, à tout et pour tout, ils vont opérer pendant la campagne présidentielle, ils vont opérer pendant la pandémie, ils vont opérer sur les vaccins, on va leur laisser un champ d'action qui va complètement nuire, qui va complètement détruire la raison et le bon sens. Donc, on ne peut que raison garder et rester entre soi une minorité à comprendre les choses et observer les choses et finalement à juger de façon juste. Sauf que le problème, c'est que en face, nous avons des rageux qui, eux, sont déterminés à détruire notre façon de penser pour nous façonner à une pensée unique. Et le problème, c'est qu'évidemment, dans cette guerre, dans cette bataille idéologique, eh bien, malheureusement, on a des fois des gens qui disent des choses tout à fait sensées, des choses tout à fait vraies, des choses très intéressantes, mais qui se font couper l'herbe sous le pied très rapidement. Comme des gens qui vont défendre des idées, qui vont défendre des opinions, qui vont défendre des arguments, mais qui en réalité sont très approximatifs, mais parce qu'ils sont reconnus ou adoubés par un système, eh bien ils ont forcément raison. C'est exactement les mêmes qu'on voit sur les plateaux de télé, qui affirment, mais qui ne répondent pas à des questions.
il ne se rabaisse pas à expliquer ce que le contradicteur, ce que le critique explique. Et du coup c'est des invectives interposées, c'est d'une nuisance de débat. Là, c'est comme par exemple Divisio qui insiste toujours à aller sur TPMP. Je ne comprends pas pourquoi il va sur TPMP alors qu'il sait pertinemment qu'on lui mettra toujours en face des gens pour essayer de le discréditer, pour de le ridiculiser, etc. Même si des fois il a une bonne répartie, je pense que vous avez tous vu ce scud que Diviso a balancé à Éric Nolot sur le plateau de TPMP, où à un moment donné, il faisait une inversion sur le fait que Nolot disait oui, mais parce que vous refusez de vous vacciner, donc c'est pour ça que vous êtes à l'extérieur, si vous vous vaccinez, vous avez le pass, donc si vous avez le pass, vous pouvez venir sur le plateau, et Diviso lui dit, ben oui, mais vous voyez, ça veut dire que vous légitimez le fait de me donner la possibilité d'être sur le plateau si je me fais vacciner. Donc est-ce que... Oui, mais vous avez la liberté de choix. Mais non, j'ai pas la liberté de choix, puisque vous êtes en train de me dire, j'ai pas la liberté de choix d'aller sur le plateau. Et à un moment donné, il y a Divisio qui dit, mais expliquez-moi juste pourquoi tous les gens qui sont dans le public ont le droit d'être sur le plateau. Parce qu'ils ont un pass, parce qu'ils sont vaccinés. Ah, pourquoi ils ont un masque et pas vous? Oh, bon. Pourquoi Éric Nolot et tous les gens chroniqueurs autour de la table n'ont pas de masque, alors que le public, lui, a un masque. Et même à un moment donné, Divisio lui pose la question, mais si je viens sur le plateau à côté de vous avec un PCR négatif, est-ce que vous m'assurez la garantie que vous ne risquez pas de me contaminer en étant vacciné? Et là, Nolot ne répond même pas. C'est-à-dire tout de suite, on sent bien que, hop, on change tout de suite le truc, etc. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de cohérence. C'est-à-dire on va volontairement détruire la cohérence du débat. Et attendez-vous que pendant l'acte présidentiel, ça va être que ça. C'est-à-dire que tous les plateaux télé, dès que des candidats vont commencer peut-être à aborder des sujets intéressants, etc., ça va devenir inaudible. C'est-à-dire que ça ne va pas arrêter de se couper la parole, ça ne va pas arrêter de s'invectiver, ça ne va pas arrêter de se provoquer, pour finalement, au bout d'un moment, vous allez regarder un débat pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, mais alors vous n'en saurez pas plus que dès le début jusqu'à la fin. Parce que vous aurez eu des gens qui vont vous balancer des approximations, qui vont vous balancer des convictions, qui ne vont pas se rabaisser à vous argumenter ou à vous donner des éléments, ou alors ils vont vous donner des éléments, mais c'est des trucs, oui, des sources officielles, etc. Alors que les sources officielles, on a la démonstration aujourd'hui que de temps en temps, elles ont bidouillé les chiffres, qu'elles ont bidouillé les données pour donner un résultat plutôt qu'une réalité. Donc voilà, on va complètement aller dans quelque chose de complètement faux. Mais j'ai envie de dire, et je le répète encore, ça fait partie du plan, ça fait partie du processus, celui qui consiste à détruire l'État-nation. Si vous détruisez la crédibilité et le bon sens, si vous détruisez la raison, le sérieux, la responsabilité, si vous, en plus de ça, vous arrosez la société de gens individualisés, consuméristes, égoïstes, immatures, irresponsables, plus des gens qui ont des idées, des opinions, des sensibilités contraires aux valeurs, principes et les réglementations et lois et institutions et constitutions de la République française, vous avez quand même un sacré paquet de poudre qui peut exploser du jour au lendemain. En plus, avec les Afghans qu'on est en train de transphaser, puis tout d'un coup on se rend compte, mais il n'y a que des hommes. Sont où les femmes? Les femmes, elles sont restées au pays avec les enfants. On a eu cet exemple de M. Mariani qui a quand même balancé que, pouvez nous expliquer comment ça se fait que des Afghans qui sont en situation de réfugiés en France sont retournés pendant les vacances en Afghanistan et sont revenus. Vous savez, c'est comme tous ces gens qui ont un statut d'asile, de réfugiés politiques, mais qui sont retournés dans leur pays pour les vacances, pour aller voir la famille, etc. Attendez, excusez-moi, mais vous êtes réfugié politique parce que dans votre pays, votre vie est menacée. Pourtant, vous retournez dans votre pays. Vous y retournez comment? En avion, donc vous passez une douane, donc à la douane, on peut vous repérer, on peut vous identifier, là, on peut vous arrêter. Non?
Donc ça veut dire que votre statut de réfugié est bidon. Ah là, putain. Bon, tout de suite la pub. Et pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur quelques petites informations, quand même croustillantes. Sous l'occupation, les Allemands ont eu la chance de pouvoir bénéficier des fichiers français pour identifier tous les Juifs français. En effet, c'est une des raisons, ou la principale raison pour laquelle aujourd'hui en France, on ne fait plus de statistiques, on ne fait plus de fichage ethnique ou religieux, ou d'origine ethnique. Jusqu'au jour où, encore une fois, on se rend compte que le risque n'est pas nul de voir des données tomber entre de mauvaises mains. Et oui, il se trouve que les USA avaient mis en place une énorme base de données biométriques sur un ensemble de ressortissants et de collaborateurs afghans. Et malheureusement, il est tombé entre les mains des talibans. Donc les talibans ont aujourd'hui la possibilité d'identifier, voir les adresses, les numéros de téléphone, etc. de certains Afghans qui ont collaboré avec l'armée américaine pendant l'occupation. Comme quoi, vous voyez, les choses ne changent pas. Le mouton noir, on peut dire ce que l'on veut, mais celui qui a lancé l'idée de voir Zemmour devenir candidat a gagné son pari de mettre un brin dans le paysage politique français, alors que Zemmour ne se prononce pas, mais s'amuse de laisser les polémiques grandir, d'autres s'excitent comme des mouches au moindre propos du chroniqueur. Clairement, Zemmour détient-il entre les mains l'échec de la stratégie du second tour. Et en effet, c'est en rapport à Marlène Schiappa, qui vient de mettre son grain de sel dans justement les propos de Zemmour, les propos qui dépassent même... Alors, Zemmour, ça y est, il est devenu l'extrême de l'extrême droite. C'est quand même formidable. Et tout ça, encore une fois, sur des sujets, je dirais... des sujets qui rendent rageux certains, puisque comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, les fameuses cartes de remplacement ou de débordement d'enfants issus de parents de l'immigration extra-européenne, etc. Donc voilà, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, finalement, Zemmour... quand il en parlait, tout le monde l'accusait de racisme, d'islamophobie, etc. Mais finalement, aujourd'hui, tenter de prouver que les chiffres lui donnent raison. Alors après, c'est plus compliqué, hein, au niveau stratégique, au niveau statistique, etc. On a un flot aussi de plaintes liées à la crise du Covid-19 qui arrivent par milliers, selon François Molin. Selon François Molin, procureur général de la Cour de cassation, des milliers de plaintes arrivent à la Cour de justice de la République, chargée de poursuivre et juger des ministres en exercice. Eh oui. Oui, on a cette... alors là, comme je vous l'avais dit, il y avait plusieurs vidéos de ça, on avait parlé de la possible sécession de certains États américains, que pour l'instant, c'était une possibilité, mais que rien pour l'instant ne tentait à démontrer que ça pourrait arriver. Eh bien, comme vous le savez peut-être, le Texas vient de légiférer sur une modification de la loi sur le droit à l'avortement, c'est que désormais, le droit à l'avortement est interdit à partir de, voilà, au-delà de 6 semaines. C'est-à-dire que vous pouvez avorter jusqu'à 6 semaines, à partir de 6 semaines, vous ne pouvez plus avorter. Alors évidemment, tous les progressistes américains, etc., tous les mouvements, les droits des femmes, etc. C'est pas la thématique que je veux aborder sur est-ce que le Texas a raison ou tort, etc. Je rappelle, le Texas est un État assez conservateur, donc je veux dire, sa décision est assez logique. Il a été promulgué en mai par le gouverneur Greg Abbott. Il a été largement critiqué non seulement par les défenseurs des droits des femmes, les militants pour l'avortement et les prestataires d'avortement, mais aussi par des responsables d'autres États. Et il se trouve que le conseil municipal de Portland, donc dans l'État de Californie, va envisager d'adopter une résolution d'urgence la semaine prochaine qui visera à interdire les biens et services en provenance du Texas en raison de la nouvelle loi sur l'avortement de cet État. Le Conseil examinera la résolution d'urgence le 8 septembre. Le 3 septembre, le maire de Portland, Ted Wheeler, a affirmé son intention d'interdire les futurs achats de biens et de services de la ville et les déplacements professionnels des employés de la ville vers l'État du Texas. Alors je rappelle, pour mémoire, Ted Wheeler, c'est celui qui avait mis le genou à terre devant les BLM. Ted Wheeler, c'est le même qui a voulu s'intégrer dans les manifestations à Portland des BLM et qui s'est fait jeter.
Ted Wheeler, c'est ce progressiste démocrate qui a ouvert la porte de Portland à tous les mouvements BLM et anarchistes et qui a finalement provoqué cette fameuse place qui a été, comment dire, pas retirée, mais enfin, tous les mouvements avaient décrété que la zone était désormais indépendante, c'est-à-dire ne dépendait plus des États-Unis, ne dépendait plus de Portland, etc. Ça, c'est le très bel exemple aujourd'hui de ces gens dont je vous disais dans la première partie de cette vidéo, de ces gens qui vivent dans un autre monde, qui vivent dans leur monde. Ted Wheeler, il n'a toujours pas compris que Portland aujourd'hui est en crise. Ted Wheeler, maire de Portland, n'a toujours pas compris que des investisseurs, que des entreprises et que même des résidents sont en train de quitter la ville parce qu'ils en ont ras-le-bol de ce délire absolu qu'a fait Ted Wheeler avec les mouvements BLM et anarchistes. Et là aujourd'hui, M. Ted Wheeler veut se la péter, genre ah, je veux sanctionner le Texas. Et encore, c'est même pas l'État de Californie, c'est la ville de Portland. Donc vous imaginez un peu, le mec il est capable aujourd'hui de dire la ville de Portland ne travaillera plus ou n'achètera plus de produits en provenance du Texas. Il peut le faire, hein. Voilà, c'est le système américain. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez un petit peu le bordel que c'est parfois sur certains domaines, sur certains secteurs, etc. Vous comprenez encore plus quand je vous expliquais que le fameux accord de libre-échange avec les Américains et l'Europe, c'est une arnaque. Là, vous en avez la preuve. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien voir une ville, un comté, un État, qui dit « Ah ben non, mais moi, l'accord de libre-échange avec l'Europe, j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais continuer à appliquer les taxes douanières sur les produits qui viennent de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, etc. » Et du coup, qui va se faire baiser dans l'histoire? C'est les producteurs, c'est les entreprises européennes. Parce que les Américains, ils s'en foutent, eux, ils ont signé un accord avec Bruxelles, Bruxelles qui arrose les 27 pays, donc les 27 pays n'ont pas le droit de dire ce qu'ils en pensent, et les sociétés américaines vont pouvoir débouler sur le marché, les marchés européens, et que si jamais des pays disent « Ah, nous on n'est pas d'accord, on ne veut pas cette telle entreprise parce qu'elle menace notre conservatisme, elle menace les intérêts de nos entreprises françaises, etc. » Tout de suite là, hop, tribunal d'arbitrage, et le tribunal d'arbitrage il dit « Ah ben non, désolé, vous faites partie de l'Europe, l'Europe a décidé oui, donc les Américains ont le droit de débouler chez vous. Après, si vous n'êtes pas concurrentiel ou si vous avez des problèmes, etc., c'est à vous de le gérer, on n'en a rien à foutre. » Hein? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le milieu de la restauration française, on est en train d'assister à une purge? C'est parce que, imaginez bien que les Américains sont à la porte de la France, avec toutes les grosses chaînes, toutes les grosses enseignes de restauration rapide ou de restauration de bouffe de merde. Mais bien sûr. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Cohen. Vous avez Le Juste Milieu, qui est une chaîne YouTube qui fait une petite étude assez sympathique sur la question. Nous avons nos voisins suisses qui sont inquiets. Ils sont inquiets sur la dérive autoritaire sanitaire de la France. Eh oui. Homologation. Vous souvenez, je vous ai parlé de la FDA, la FDA américaine qui a promulgué une homologation pour le Pfizer jusqu'en 2024. Et que je vous avais dit, c'est une possibilité pour soit l'État fédéral ou des États d'engager, de légiférer sur une obligation vaccinale, puisque le produit est homologué. Eh bien, apprenez que M. Draghi, qui est actuellement président en Italie, a lâché le morceau. Lors d'une interview, il a dit « Lors d'une conférence de presse le 2 septembre, le président du Conseil italien Mario Draghi, ex-Goldman Sachs, ex-président de la BCE, a assuré que la vaccination contre le Covid-19 deviendrait obligatoire dès que l'Agence européenne du médicament aurait définitivement validé les vaccins. » Donc attendez-vous à ce que l'Agence européenne, alors que, je rappelle, Moderna, la fin de phase 3
se termine en 2022 et le Pfizer en 2023. D'où la raison pour laquelle Pfizer, grâce à un super lobbying, a réussi à avoir une homologation de la part de la FDA américaine pour supplanter Moderna qui, évidemment, aurait des résultats qui lui permettraient d'être homologué avant Pfizer. Eh bien, attendez-vous ce que l'agence européenne, finalement, donne une homologation temporaire, mais une homologation quand même, qui permettrait ainsi aux pays membres de l'Union européenne de légiférer sur une obligation vaccinale. Vous êtes prévenus. Et là-dessus, je vais peut-être terminer sur... alors, il y a la liste des sénateurs, je vous la donne ici, ayant appuyé la proposition de loi pour la vaccination obligatoire. Donc eux, à mon avis... Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le Daily Mail qui a révélé qu'apparemment il y a un mouvement anti-vaccin qui aurait finalement abandonné un projet de mouvement brutal, de mouvement violent, mais que certains sont prêts à recourir à la violence. C'est le cas d'un groupe paramilitaire réunissant plus de 200 anciens combattants qui ne sont finalement pas passés à l'acte du fait que leur groupe a été démantelé le 30 août par son chef à la suite de la publication de cette enquête par le Daily Mail. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un coup de mou? Allez savoir. On n'est jamais trop prudent sur ce genre de choses. Et enfin, nous avons aussi les médias qui s'attaquent à Charles Gave. Hein, tout à l'heure, je vous disais que là, ça va commencer à monter, on va commencer à montrer du doigt les pestiférés, les nauséabonds. Charles Gave qui fait l'objet d'une attaque par Libération. Et qui, Libération, eh bien, est en train tout simplement de tailler un short à Charles Gave en les dénonçant comme étant un investisseur d'extrême droite plutôt de juger les investisseurs de droite de façon Libération, hein, torchon, on va dire. Et enfin, je terminerai sur la soviétisation. Alors j'aime beaucoup ce mot parce que je pense qu'il est d'actualité. Alors que la crise du coronavirus a durement affecté les médias, le gouvernement a débloqué presque 2 milliards pour les médias, sur un total de plus de 5 milliards pour la culture et les médias depuis mars, a-t-il annoncé en fin de semaine. Donc voilà, donc encore de l'argent du contribuable qui va dans la poche de ceux qui vous manipulent, qui font de la propagande, et qui vont continuer à faire des films de merde pour 3 pleu et 2 tondus dans une salle de cinéma. Donc voilà. Avant de terminer, oui, petite info quand même non négligeable, parce que là, l'économie derrière elle continue à s'effondrer. Hein. Le printemps, les fameux grands magasins du printemps, eh bien, vont disparaître. Place d'Italie à Paris, à Strasbourg, à Metz et au Havre. Et oui. L'e-commerce est plus rentable et plus avantageux pour le consommateur que le printemps. Donc le printemps va faire disparaître des enseignes. Surtout, évidemment, dans le domaine de la confection, où la concurrence est très rude, tant sur les différentes chaînes qui existent aujourd'hui maintenant dans les grands supermarchés, dans les grands centres commerciaux. Et oui, de toute façon, c'est des modèles, que ce soit le printemps, les galeries Lafayette ou les nouvelles galeries à l'époque, etc. C'est des modèles économiques qui aujourd'hui ne sont plus viables face à l'e-commerce. Même si, bon, les grands magasins, je crois, du boulevard Haussmann, je crois, à Paris, ont complètement changé. Moi, la dernière fois j'y suis allé, je me suis dit, mais je suis où? Je suis dans une boutique de luxe où il n'y a que des Asiatiques. Enfin, voilà, ça n'a plus rien de populaire finalement, ça n'a plus rien d'accessible, je dirais. Donc oui, de toute façon, les aspects économiques, on les suit aussi. Hein, je vous ai parlé du Bitcoin, où tout le monde commence à vouloir se jeter dessus parce que, question de rentabilité. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore pas mal de damage, comme on dit en anglais, des dommages collatéraux liés à la Covid, évidemment, et surtout en France, comme je vous l'ai dit, hein, cette purge des petits commerces, des commerces indépendants, qui, à mon sens, va arranger pas mal de gens pour récupérer tout simplement les marchés à l'échelle locale.
Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et traiter encore de l'actualité, je ne peux que vous souhaiter de bien vous porter. Et soyons éclairés, soyons attentifs et ne tombons pas dans le panneau des clichés et de la propagande.